L'Allemagne, en 1923. L'hyperinflation a détruit la monnaie. Un pain coûte 200 milliards de marks. Les familles brûlent des billets dans leurs poêles parce que cela revient moins cher que du bois. Puis, en 1929, la Grande Dépression frappe. Les banques s'effondrent. Les usines ferment. En 1933, 6 millions d'Allemands sont au chômage, soit 30% de la population active. Les familles meurent de faim dans les rues. C'est cette Allemagne qu'Adolf Hitler hérite lorsqu'il arrive au pouvoir en janvier 1933. Une nation ruinée 2 fois. Et pourtant, seulement 6 ans plus tard, en 1939, tout a changé. L'Allemagne envahit la Pologne avec 3 millions de soldats, 3000 chars, 4000 avions, l'armée la plus moderne d'Europe. En 6 ans, ce pays ruiné construit la machine de guerre la plus puissante du monde. Comment? Grâce à une fausse entreprise, un génie financier et un système de crédit clandestin à l'échelle nationale. Les bons mais faux, un système bancaire parallèle qui finance secrètement le réarmement nazi. En 1939, ces bons arrivent à échéance et l'Allemagne n'a pas l'argent pour les rembourser. Elle n'a alors qu'un choix, envahir ses voisins pour éviter l'effondrement économique. L'économie nazie n'est pas seulement fondée sur l'idéologie. Elle repose sur une fraude financière qui nécessite une expansion permanente pour survivre. Pour comprendre cela, il faut voir les 2 catastrophes qui ont rendu cette situation possible. D'abord, l'hyperinflation de 1923. À son apogée, $1 vaut 4 trillions de marks. Les travailleurs exigent d'être payés 2 fois par jour car leur salaire du matin ne vaut plus rien le soir. Les restaurants changent leurs prix pendant que les clients mangent. Les polices d'assurance vie accumulées pendant des décennies ne valent plus assez pour acheter un timbre. Ce n'est pas une crise économique, c'est une apocalypse économique. La classe moyenne allemande perd toutes ses économies. L'Allemagne se stabilise peu à peu, puis arrive 1929. La Grande Dépression. Les banques américaines réclament leurs prêts. Les entreprises allemandes s'effondrent. En 1932, 6 millions de chômeurs. Des meubles vendus dans la rue pour acheter de la nourriture. Des ingénieurs suppliants pour un travail manuel. Le gouvernement de Weimar est paralysé, la violence politique explose. 2 destructions économiques en 14 ans. C'est ce contexte qui amène Hitler au pouvoir. Il promet de restaurer la grandeur allemande, de réarmer, de briser Versailles. Mais l'Allemagne est ruinée et le traité de Versailles limite l'armée à 100 000 hommes, sans chars, sans avions, sans artillerie lourde. Hitler doit réarmer massivement et secrètement. Arrive alors Hjalmar Schacht, banquier, économiste, génie financier. En 1923, il a déjà vaincu l'hyperinflation en créant une nouvelle monnaie. En 1933, Hitler le nomme à la tête de la Reichsbank. En 1934, ministre de l'économie. Sa mission, financer le réarmement massif sans déclencher d'inflation et sans que personne ne le remarque. Schacht crée une entreprise fictive, la Metallurgische Forschungsgesellschaft, dite mais faux. Elle n'a que du papier à en-tête et un compte bancaire. Mais c'est elle qui va financer le réarmement. Lorsqu'une entreprise d'armement fabrique des chars, elle n'est pas payée en marks, mais en bons mais faux, des reconnaissances de dette à 5 ans. L'entreprise les apporte à une banque privée qui lui remet de l'argent réel. La banque apporte ensuite ses bons à la Reichsbank qui les rembourse mais sans les inscrire dans les comptes officiels. Officiellement, ce sont des dettes privées, invisibles pour les observateurs étrangers. Entre 1934 et 1938, 12 milliards de marks sont émis via les bons mais faux, plus que la dette totale de l'Allemagne en 1932.
Le réarmement allemand est financé dans l'ombre. Mais les bons arrivent à échéance en 1939. Et l'Allemagne n'a pas l'argent pour les rembourser. Le système devient un schéma de Ponzi. Il doit être alimenté par de nouvelles ressources. C'est là qu'intervient la conquête. En 1938, l'Anschluss, l'Autriche est annexée, ses réserves d'or et ses industries saisies. Puis les Sudètes, puis toute la Tchécoslovaquie, dont Škoda, l'un des meilleurs fabricants d'armes d'Europe. Puis la Pologne, agriculture, matières premières, main-d'œuvre forcée. Chaque conquête sert à financer la suivante. Lorsque Schacht avertit Hitler en 1937 que l'économie court à la catastrophe, Hitler l'ignore. En 1939, il le renvoie. Le système qu'il a créé ne peut survivre que par l'expansion permanente. Le pillage n'est qu'une partie du financement. L'Allemagne impose aussi des coûts d'occupation exorbitants. La France doit payer 400 millions de francs par jour pour financer sa propre occupation. Dans l'Est, le plan est de piller le grain, l'huile, les minéraux. L'économie nazie devient parasitaire. Puis vient le travail esclave, prisonniers des camps, déportés, travailleurs forcés, utilisés jusqu'à la mort pour produire armes et matériaux. L'économie devient inséparable du génocide. Même les Allemands sont trompés. Des millions économisent pour recevoir une Volkswagen, aucune voiture civile ne sera jamais livrée. Les nazis volent les biens juifs, annulent leurs dettes internationales, cessent le paiement des réparations mais gardent l'argent emprunté. En 1939, l'économie allemande repose sur 4 piliers, les bons méfaux, le pillage, l'esclavage et le vol. Aucun n'est durable. Lorsque les conquêtes s'arrêtent, l'économie s'effondre. C'est pourquoi la guerre devient inévitable. Sans expansion, le système s'écroule. L'économie détermine la guerre, et la guerre soutient l'économie. L'Allemagne n'a jamais réellement payé la Seconde Guerre mondiale. Elle l'a financée avec des promesses impossibles à tenir, avec des dettes cachées, des ressources volées et du travail humain réduit en esclavage. Et lorsque la conquête s'arrête, le régime tombe avec son économie. Un sergent allemand avec un MG-42 pouvait rivaliser avec une escouade américaine entière. Puis vient le mythe, il fallait 5 Sherman pour détruire un Tiger. Faux. Les données réelles montrent que dans les engagements tank contre tank, le Sherman obtenait un ratio de 3,6, 1 contre le Panther. Les Tigers étaient rares. La plupart des chars allemands étaient des Panzer IV équivalents au Sherman. Le Sherman n'était pas inférieur, il était nombreux et fiable. Pour chaque Tiger, les États-Unis produisaient 10 Sherman. Mais cette abondance créait un paradoxe, elle rendait les unités américaines plus lentes. Les Allemands se déplaçaient légers, rapides. Les Américains attendaient les ravitaillements, consolidaient les positions. Là où l'Amérique gagnait la guerre, l'Allemagne gagnait les minutes mortelles. Puis il y avait un coup que personne n'attendait, l'hiver 1945, le plus froid jamais enregistré en Europe de l'Ouest. 23 000 cas américains de pieds gelés. Les Allemands savaient survivre à l'hiver, les Américains l'apprenaient en mourant. Et un autre choc, ils se ressemblaient. Beaucoup d'Américains avaient un nom germanique, une famille d'origine allemande. Capturer un soldat allemand, c'était parfois capturer quelqu'un qui ressemblait à un oncle. Jusqu'au massacre de Malmedy, le 17 décembre 1944, où les SS exécutèrent 84 prisonniers américains. À partir de ce jour, plus aucune sympathie n'existait. Alors, si les soldats allemands étaient si efficaces, pourquoi ont-ils perdu? Stratégie. La folie d'Hitler. Les ordres absurdes. Des villes-forteresses sacrifiées. La production américaine écrasant toute possibilité de rattraper. Un Liberty Ship lancé chaque jour. Un bombardier construit chaque heure. Les Allemands avaient la qualité.
Les Américains avaient la quantité. La qualité a perdu. Mais la qualité était bien réelle. Après la guerre, les officiers américains ont étudié la doctrine allemande. Ils ont adopté ces principes: commandement décentralisé, initiative des sous-officiers, ordres orientés vers la mission. Les Allemands ont perdu la guerre. Mais leur manière de combattre a influencé les armées du monde entier. Alors voici la question. Maintenant que vous connaissez les vrais chiffres, que vous savez que le mythe des 5 Sherman est faux, pensez-vous que les soldats allemands étaient réellement meilleurs, ou l'histoire romantiste est elle simplement le camp perdant?